Commençons par la Chine. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Les deux sessions. Et les deux sessions impliquent beaucoup de questions domestiques. Mais à l'international, Wang Yi a tenu une conférence de presse. Lors de celle-ci, il a clairement indiqué que Taïwan est appelée province de Taïwan aux Nations Unies, ce qui est le cas depuis longtemps. Mais pour une raison quelconque, quand il a dit cela, cela a attiré beaucoup d'attention. L'autre chose est que le ministre chinois des Affaires étrangères a récemment répondu à une question concernant la guerre tarifaire. Voici ce qu'ils ont dit. Tout d'abord, ils ont répondu à cela lors de la conférence, puis plus tard, l'ambassade de Chine aux États-Unis a publié ceci et a déclaré que si la guerre est ce que les États-Unis veulent, que ce soit une guerre tarifaire, une guerre commerciale ou tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. Et je pense que cela a attiré beaucoup d'attention. Je suis sûre que vous avez remarqué cela, que de nombreux médias voient cela comme un discours très dur et des choses comme ça un peu inhabituelles, je suppose, encore pour les médias occidentaux d'entendre cela. Donc, il y a des spéculations, d'accord. La Chine est maintenant vraiment dure et n'a pas peur d'avoir une guerre directe avec les États-Unis, etc. Quelle est votre opinion sur toute cette affaire? Eh bien, c'est exactement la même chose que ce que les Chinois ont toujours dit. Cela m'étonne toujours quand les gens parlent des Chinois comme étant durs et agressifs. Je veux dire, sur le sujet de l'agressivité, certaines personnes considèrent cela comme une déclaration très agressive. Il y a beaucoup de commentaires et d'analyses que j'ai lus sur à quel point cette déclaration était agressive. Vous plaisantez? Lisez simplement ce que les responsables occidentaux disent de la Chine chaque jour et vous allez appeler cela agressif. Je veux dire, c'est tellement complètement faux. Et notez, cela ne dit pas que la Chine cherche une guerre. Cela dit que si une guerre de quelque nature que ce soit, guerre commerciale, guerre tarifaire, toutes sortes de guerres, est imposée à la Chine, alors la Chine résistera. C'est tout ce que cela dit. Maintenant, qu'est-ce qui est répréhensible à ce sujet? Je ne trouve pas que c'est seulement une déclaration forte, mais c'est le genre de déclaration que vous vous attendriez à ce que la Chine fasse, compte tenu des pressions qui lui sont imposées. C'est les États-Unis qui parlent de tarifs sur la Chine. Ce sont les États-Unis qui parlent de guerres économiques. Il s'agit maintenant de guerres économiques dont on parle partout en Occident. Non seulement par l'Occident contre la Chine, mais par des parties de l'Occident les unes contre les autres. Et si nous parlons de Taïwan, eh bien c'est l'Occident qui critique constamment la question de Taïwan et ne la laisse pas tranquille. Alors voici les Chinois qui disent « Regardez, nous ne cherchons pas la bagarre, mais si vous nous attaquez, nous sommes prêts. » C'est tout. Oui, j'ai aussi l'impression qu'ils semblent toujours horrifiés et stupéfaits par ce genre de déclaration. Tout ce que je peux dire, c'est que je suppose que la Chine était trop polie dans le passé, peut-être, donc les Occidentaux ne sont toujours pas habitués, n'est-ce pas? Eh bien, les Occidentaux n'y sont pas habitués de la part de qui que ce soit. Les puissances occidentales, la culture occidentale, c'est qu'elles peuvent être aussi grossières et agressives envers qui elles veulent. Et c'est normal, parce qu'elles sont les personnes qui ont le droit d'être ainsi. Mais que le ciel nous préserve, que quelqu'un leur parle de la même manière. C'est ce qu'ils n'aiment pas, et ils trouvent cela complètement inacceptable. Comme vous savez, ils peuvent s'ingérer dans les affaires internes de n'importe qui d'autre. Mais si quelqu'un d'autre s'ingère dans leurs propres affaires internes, c'est choquant. Ils peuvent sanctionner qui ils veulent. Mais s'ils sont eux-mêmes sanctionnés, nous en avons déjà discuté. Alors c'est absolument scandaleux. Et c'est absolument le style de la diplomatie occidentale et de la pensée politique occidentale. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est tellement pris pour acquis ici
que les gens n'y pensent même pas. Ce n'est même pas quelque chose qui est discuté ou abordé en Occident, même par des personnes qui critiquent la politique occidentale en Occident. Mhm. Yeah. But there has been very little Mais il y a eu negotiation, très peu de négociations, at least du that moins à we notre know of, connaissance, going on entre la Chine et les between China and États-Unis, the US, n'est-ce right? pas? So Il y a donc there has eu been, 2 articles parlant d'une rencontre potentielle entre Xi talking about the Jinping et meeting, Donald potentially Trump. a meeting between L'un Xi est du Jinping South and China Donald Morning Trump. Post. One is Il the disait South China que Morning Trump a Post. They exprimé were son saying intérêt ou a même Trump has clairement expressed indiqué interest qu'il aimerait or rencontrer even Xi made it Jinping clear that he would dans les like to 100 jours participate suivant with son the entrée 100 en days, fonction. you know, Eh bien, after he come to office. cela le situerait Well, quelque that part en would be avril. somewhere in Donc, April. So est-ce is possible? it possible? So there's Ils appellent cela des informations d'initiés disant qu'il y a possiblement une rencontre en avril. Au départ, je pense que Trump voulait que Xi Jinping vienne à Mar-a-Lago, mais la Chine pense que Mar-a-Lago n'est pas très formel. Il y a donc eu des discussions sur la possibilité que cela se passe à Washington. Eh bien, et puis le Wall Street Journal a publié un article disant qu'il pourrait y avoir un sommet d'anniversaire en juin, parce que les anniversaires de Donald Trump et de Xi Jinping sont en juin. L'anniversaire de Trump est le 14 juin et celui de Xi Jinping est le 15 juin. Donc, à un jour d'écart, mais tous deux en juin. Et donc, ils vont organiser une sorte de célébration pour leurs anniversaires. C'est pourquoi on l'appelle le sommet d'anniversaire. Mais il semble que la Chine veuille, si c'est le cas selon un journal occidental, que cela se passe en Chine, que Trump se rende en Chine. Rien de tout cela n'est confirmé par l'une ou l'autre des parties. Quelle est votre opinion sur toutes ces discussions? Il ne le nie pas. Je veux dire, je sais qu'il ne le nie pas. Je veux dire, la première chose à dire est que c'est très dans le style de Donald Trump, et encore. Il fait cela, je pense, sans comprendre que se précipiter dans une réunion avec quelqu'un comme Xi Jinping sans préparation est une très mauvaise idée. Logiquement, s'il doit y avoir une réunion à ce niveau entre dirigeants, elle devrait être préparée des semaines à l'avance. Il devrait y avoir un ordre du jour, clairement convenu. Il devrait y avoir des sujets que chaque partie sait vouloir aborder. Les responsables de chaque côté devraient tenter de se rencontrer et d'essayer de régler l'ordre du jour et de voir si, même avant la réunion, des progrès peuvent être réalisés, afin que, lorsque les dirigeants se rencontrent, il n'ait pas à passer des heures et des heures à discuter de points qui auraient pu être convenus à un niveau moins élevé. C'est complètement la mauvaise façon de faire les choses. Avril, je pense, est bien trop tôt en fait. Je pense que la meilleure chose à faire est d'attendre jusqu'en juin. Oubliez le fait qu'ils ont juste des anniversaires à ce moment-là. C'est juste le hasard. Je ne sais pas si les anniversaires sont pris au sérieux en Chine. Je ne connais pas cet aspect de la culture chinoise. Mais je ne peux pas imaginer que Xi Jinping va programmer des sommets avec des dirigeants mondiaux autour de la date de son anniversaire. Je veux dire, c'est pas comme ça que le gouvernement chinois, j'en suis sûr, fonctionne. Donc juin est un moment beaucoup plus raisonnable pour avoir une réunion. Préparez-la soigneusement à l'avance. Même juin, étant donné la complexité de la relation entre les États-Unis et la Chine, est probablement un délai assez court. J'aurais pensé que juillet ou août pourrait être mieux en fait. Mais d'accord, juin. Rassemblez votre personnel, organisez votre équipe, rencontrez les Chinois et décidez où aura lieu la rencontre. Cela pourrait être en Chine. Personnellement, je pense que cela devrait être en Chine plutôt qu'aux États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui demandent la réunion au sommet. Donc, puisque ce sont les États-Unis qui demandent la réunion au sommet, il me semble plus logique que les États-Unis se rendent en Chine plutôt que l'inverse. Je veux dire, cela me semble être le protocole normal.
Peut-être que si vous ne voulez pas la voir à Pékin, eh bien, il y a beaucoup d'autres endroits en Chine où vous pouvez la voir aussi. Et avoir une discussion appropriée et sérieuse d'un leader à un autre. Vous savez, pas seulement comme Donald Trump venant rencontrer son vieil ami Xi Jinping, et ils s'assoient ensemble, prennent le thé et parlent de toutes sortes de choses sur lesquelles ils pourraient être d'accord. Et puis ils s'en vont tous et rien ne se passe. Eh bien, je ne pense pas que Xi Jinping accepterait jamais ce genre de sommet, juste pour dire. Je veux dire, indépendamment de tout le reste, il ne va pas perdre son temps de cette manière. Mais aussi, il sait que si un tel sommet devait avoir lieu, il y a un risque que cela puisse aggraver la relation. Même Trump croit toujours en son approche personnelle des choses, je trouve. Donc, la raison pour laquelle il ne pensait pas qu'il fallait beaucoup de préparation, c'est qu'il se sent comme, d'accord, j'entre là-dedans, vous savez, problème résolu. Je pense qu'il y croit encore. Il croit toujours cela, je pense. Alors que la Chine est beaucoup plus axée sur différents niveaux de discussion, n'est-ce pas? Ils vont dans les détails et plus ou moins s'accordent sur les choses. Et puis, enfin, vous avez le leader suprême qui se rencontre et signe des accords, etc. Donc des approches très différentes des choses. Approche complètement différente. Et vous savez, ce n'est pas seulement Donald Trump. Je veux dire, il pense certainement comme ça. L'une des choses très préoccupantes, non seulement à propos de cette administration, mais aussi des récentes administrations que nous avons eues, c'est que parce que les États-Unis ont abandonné la diplomatie il y a 20-30 ans, ils ne savent plus comment la pratiquer. Ils ne savent plus comment négocier à un niveau de superpuissance. Ils semblent généralement croire qu'ils pourraient simplement avoir des réunions rapides et que tout pourrait être convenu et réglé, puis vous pouvez passer à autre chose et tout ira bien. Vous voyez la même chose avec les Russes maintenant, d'ailleurs. Ils ne comprennent pas que la négociation doit être menée de manière très prudente et patiente. Vous ne pouvez pas simplement arriver et vous attendre à ce que, vous savez, vous rencontrez Xi Jinping, vous passez quelques heures ensemble, tout est réglé, et vous rentrez chez vous. Il y a une grande parade et tout le monde vous acclame. Le soleil se lève et les nuages se dissipent et tout va bien. Cela ne fonctionne pas comme ça. Cela ne fonctionne certainement pas comme ça avec la Chine. Je veux dire, quiconque pense que c'est le cas ne comprend pas du tout la Chine. Et l'autre chose concerne Taïwan. Et bien sûr, parce que Wang Yi l'a appelé Taïwan, déclarant clairement, vous savez que c'est une province. De plus, il faut combiner cela avec le fait que, il n'y a pas si longtemps, la Chine a envoyé ses flottes de destroyers 055 autour de l'Australie et des choses comme ça. Donc toutes ces choses amènent beaucoup de gens à l'intérieur de la Chine, sur les réseaux sociaux chinois, à parler de savoir s'il s'agit maintenant d'un compte à rebours pour l'unification. Parce qu'il faut être honnête, Xi Jinping voudrait très certainement le faire avant de quitter ses fonctions. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que cela va se produire. Maintenant, Xi Jinping a 61 ans. Il est encore jeune, relativement parlant. D'accord, donc il a encore beaucoup de temps. Mais il y a aussi des spéculations selon lesquelles cela n'attendra probablement pas la prochaine administration américaine, c'est-à-dire pendant l'administration Trump. Cela semble être le cadre temporel. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne sais pas, et je ne veux pas essayer de deviner en tant que personne venant de Grande-Bretagne quel est le calendrier de la Chine. Parlons de quelques points ici. La Chine qualifiant Taïwan de province. Qu'est-ce qui est nouveau? Dites-moi ce qui est nouveau à ce sujet. Dites-moi en quoi cela contredit. Je veux dire, chaque gouvernement chinois, le gouvernement de la République populaire de Chine, le gouvernement du Kuomintang, qui existait avant cela, le gouvernement Qing, qui existait avant cela, chaque gouvernement de Chine, aussi loin que l'on puisse se souvenir,
à parler de Taïwan comme d'une province de Chine. Je veux dire, qu'est-ce qui est différent? Dites-moi ce qui est différent. Pourquoi cela devrait-il attirer l'attention mondiale? Je veux dire, c'est absurde, en fait. Maintenant, à propos de la Chine, des mouvements de troupes et de flottes, il est clair que la Chine montre sa force. Et pourquoi ne le ferait-elle pas, compte tenu de toutes ces menaces et avertissements que nous avons entendus? Et si Xi Jinping et les autorités chinoises disent « Regardez, nous devons maintenant décider que cette politique que nous avions auparavant de patience stratégique est épuisée. Nous devons maintenant avancer vers l'unification et aller beaucoup plus vite qu'auparavant. » Encore une fois, pourquoi est-ce surprenant? Qui a soulevé la question de l'indépendance de Taïwan? Pas la Chine. Cela a été soulevé par les puissances occidentales et à Taïwan même. Donc, à la lumière de cela, s'il y a un sentiment en Chine qu'il faut régler cela rapidement, plutôt que de laisser cette situation s'envenimer beaucoup plus longtemps, car cela empoisonne toute la relation entre la Chine et les États-Unis et la relation entre la Chine et les puissances occidentales, et qu'il faut mettre fin à cela une fois pour toutes, afin que nous puissions avancer en tant que nation unie. Alors je peux complètement comprendre cela. Mais si c'est là ce qui existe, et cela n'a pas besoin d'être une crise d'ailleurs. Mais si c'est la crise qui s'ouvre, je comprends comment elle se produit. Oui, peut-être. Je pense que cette nation devient de plus en plus impatiente. Je pense qu'il y a un sentiment, oui, je veux voir cette affaire se résoudre. Oui. Je pense qu'il y en a, en fait. Et encore une fois, cela ne me surprend pas. D'ailleurs, sur ce point, un point important que les gens doivent comprendre et que les gens ne comprennent jamais en Occident, c'est que, vous savez, la Chine n'est pas seulement Xi Jinping et ses fonctionnaires. Ce sont 1,2 milliard de personnes qui ont des opinions que le gouvernement chinois prend en compte, et ils ont des opinions très claires sur Taïwan. Je veux dire, vous m'avez dit, dans l'un des programmes que nous avons faits, que vous n'avez jamais rencontré une seule personne en Chine qui ait des doutes sur l'appartenance de Taïwan. Donc, tout gouvernement chinois doit prendre ce fait en compte. Oui. Sur ce point, le problème de Taïwan, oui, c'est absolument unifié. Donc quand les gens disent « Oh, vous devriez laisser les gens à Taïwan décider », eh bien, si Taïwan fait partie de la Chine, vous devriez laisser les gens en Chine décider, non? Et vous ne pouvez pas simplement dire « D'accord, les gens à Taïwan veulent ça ». Eh bien, qu'en est-il des gens en Chine? C'est de toute façon une partie de la Chine. Exactement. Oui, le président de la Corée du Sud, il est maintenant libéré. Mais ce n'est pas tout à fait clair pour moi. Ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Il est toujours sous enquête ou quelque chose comme ça. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe et ce qui va se passer ensuite? Eh bien, je pense qu'il est clair qu'il y a une lutte de pouvoir en Corée du Sud entre l'ancienne garde qui soutient encore le président Yoon et ils sont probablement très profondément impliqués dans la tentative de coup d'État. Et je les appellerais des forces démocratiques, en fait. Je veux dire, je ne peux pas penser à un meilleur nom pour les désigner. Les personnes qui s'opposent à lui, les partis d'opposition. Et comme je l'ai dit, le résultat est que le président Yoon lui-même est dans une certaine mesure devenu un pion dans ce jeu. Et c'est loin d'être résolu. Et clairement, je veux dire, il y a de puissantes forces conservatrices dans le système judiciaire et l'armée qui sont encore sympathiques au président Yoon. Mais j'aurais pensé qu'avec le temps, étant donné que le peuple sud-coréen a exprimé ses sentiments à son égard de manière très très claire, cela finirait par se résoudre d'une manière qui met fin à toute position qu'il occupe encore en Corée du Sud.
Mais ce sera un long processus et cela nécessitera probablement d'autres élections présidentielles et parlementaires pour être résolu. Et cela suppose toujours qu'il n'y aura pas d'ingérence extérieure dans ce processus, ce dont je crains qu'il puisse y en avoir. Oui, aucune ingérence extérieure. C'est presque impossible de nos jours. En Corée du Sud, absolument. Très difficile, je veux dire, étant donné à quel point les États-Unis sont impliqués dans ce pays. Oui. Et aussi aux Philippines. L'ancien président Duterte est maintenant arrêté et fait face à des procès à la CPI. Il est probablement en route pour La Haye ou quelque chose comme ça. Cela m'a surpris que Marcos fasse réellement cela. En ce qui concerne la CPI, n'est-ce pas une question de souveraineté nationale? Mais que se passe-t-il là-bas? Y a-t-il aussi beaucoup de lutte interne aux Philippines? Oui, absolument. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Je veux dire Duterte, un homme compliqué, pas toujours peut-être une personne que je soutiendrai dans tout ce qu'il a fait, mais certainement quelqu'un qui a affirmé son indépendance vis-à-vis des États-Unis, de tout le système mondial occidental, qui a cherché de bonnes relations avec la Chine. Et il se retrouve maintenant victime du même type de persécution politique et de guerre juridique, et de tout le reste, et de l'instrumentalisation, de l'armement de la CPI que nous trouvons avec tant d'autres dirigeants politiques qui prennent position contre l'Occident d'une manière ou d'une autre. Quant au président Marcos Jr., eh bien, je veux dire, c'est clairement quelqu'un qui est là juste pour faire ce qu'on lui dit de faire. Donc cela ne me surprend pas du tout. Et la famille de Marcos a une histoire assez brutale, n'est-ce pas? N'ont-ils pas assassiné Aquino dans les années 80? Absolument, ils l'ont fait. Je m'en souviens très très bien. Je me souviens d'ailleurs avoir regardé un film d'une fête de Noël que la famille Marcos avait ensemble. Et je me souviens du jeune Marcos Jr. à cette fête. Je veux dire, la vulgarité et la grossièreté de tout cela étaient déjà stupéfiantes, en fait. Et je me souviens avoir pensé à l'époque, quel genre de personne ce garçon va-t-il devenir? Eh bien, nous verrons. Je me souviens en fait avoir pensé cela en le regardant. D'accord. Maintenant, nous découvrons. Oui. Le Moyen-Orient, d'accord. Donc la Syrie vient de subir un massacre. Je ne trouve pas d'autre mot pour le décrire. C'est un massacre contre les Alaouites. Les chiffres varient, certains rapportent 1000, mais d'autres disent 7000, 8000 en quelques jours. Est-ce vraiment surprenant que cela se soit produit? Ce n'est pas seulement pas surprenant, c'est complètement prévisible. Je veux dire, si vous regardez le caractère et la nature des personnes qui ont pris le pouvoir en Syrie en décembre, ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose comme ça ne se produise. Et il y en aura beaucoup plus de ce genre. Quel est le nom du gars? Al-Jolani? Al-Jolani, oui, Al-Jolani. Oui, il est maintenant le président Al-Shara. D'accord, Al-Shara. D'accord. Maintenant, ils faisaient au moins partie d'Al-Qaïda. Mais pourquoi Al-Qaïda, ISIS? Je veux dire, ils font partie de ces gens-là. Mais pourtant, les États-Unis les soutiennent, n'est-ce pas? Sachant très bien quel genre de personnes ils sont, mais les États-Unis les ont soutenus ouvertement. Absolument. Donc tout d'abord, il était membre de l'État islamique, un membre senior de l'État islamique. Il était ami et connaissait al-Baghdadi, qui était le chef de l'État islamique, l'homme qui s'est déclaré calife, si vous vous souvenez, à Mossoul. Ensuite,
Il a été envoyé par al-Baghdadi en Syrie. Il est originaire de Syrie pour essayer d'organiser, vous savez, une branche. C'était avant que l'État islamique ne soit établi. À cette époque, al-Baghdadi était encore membre d'Al-Qaïda. Il est donc allé en Syrie, a organisé Al-Qaïda, a reçu un soutien financier d'al-Baghdadi en Irak et a finalement commencé à s'éloigner un peu d'al-Baghdadi. Puis, quand al-Baghdadi s'est brouillé avec Al-Qaïda et s'est proclamé calife, al-Shara a transféré ses loyautés à Al-Qaïda à la place. Ils ont continué à le soutenir. Puis finalement, il s'est séparé d'Al-Qaïda et est devenu son propre chef. Mais ses opinions ont toujours été les mêmes. Il a toujours été ce genre de djihadiste militant. Ce qui, à mon avis, le distingue d'Al-Qaïda et de l'État islamique, c'est que, beaucoup plus ouvertement que ces deux organisations terroristes, il s'est aligné avec la Turquie et est très proche d'Erdogan. Donc je pense que c'est vraiment la seule différence. En termes de vision, ses croyances sont exactement les mêmes, mais il est loyal à Erdogan. Erdogan est son principal soutien, et par conséquent, il est susceptible d'être contrôlé par la Turquie. C'est tout. Alors, pourquoi Erdogan le soutient-il? Juste pour agir contre les Kurdes en Syrie. Oui, Erdogan a deux raisons. Premièrement, il veut briser le pouvoir des Kurdes en Syrie. Il est d'ailleurs très proche d'y parvenir. Mais il veut clairement briser le pouvoir des Kurdes en Syrie. Il a également des plans à long terme pour étendre l'influence turque au Moyen-Orient. Il a souvent parlé de la Syrie comme d'une ancienne province de l'Empire ottoman, et il en est obsédé. Donc, je veux dire, vous savez, la politique néo-ottomane dont il parle et tout ça. Dans ce cas, la Russie et les États-Unis ont demandé une réunion d'urgence de l'ONU. Quel est selon vous leur objectif ici? Que peuvent-ils accomplir? Très peu, je suppose. Et je pense que nous devons comprendre deux choses. Premièrement, les Russes, malgré le fait qu'ils aient encore leur base en Syrie, ne vont pas intervenir militairement en Syrie pour essayer d'arrêter ce processus. Je veux dire, je pense que depuis la chute d'Assad, ils n'ont personne en Syrie avec qui ils peuvent travailler de la même manière qu'ils pouvaient travailler avec Assad pour essayer de maintenir une certaine stabilité là-bas. Donc, ils ne vont pas intervenir militairement. Les Américains, au contraire, quittent la Syrie. Donc je pense que ce sont deux superpuissances qui se retirent du pays parce qu'il est brisé. Et ils comprennent chacun qu'ils ne peuvent pas, ni seuls, ni en travaillant ensemble, le reconstruire. Donc c'est un exercice rhétorique de la part des Russes et des Américains pour condamner ce qui se passe, mais cela ne changera rien sur le terrain. Eh bien, si les États-Unis et la Russie partent tous les deux, alors il ne reste que la Turquie et Israël, et ils vont diviser la Syrie d'une manière ou d'une autre. Ou entrer en conflit en Syrie, les uns avec les autres. Et c'est quelque chose qui les inquiète chacun. L'une des choses étranges qui s'est produite au cours des dernières semaines est que la rhétorique entre les Turcs et les Israéliens s'intensifie constamment. Le gouvernement israélien dit que le gouvernement de Damas est un gouvernement de terroristes. Ils bombardent de grandes parties de la Syrie et agrandissent le territoire qu'ils contrôlent déjà. Le gouvernement de Damas, Al-Shara et ses partisans se plaignent de cela, mais ils ne sont pas en position de faire grand-chose. La Turquie s'inquiète de dériver vers un conflit avec Israël. Israël s'inquiète de dériver vers un conflit avec la Turquie. De manière très intéressante, à la fois Al-Shara, les Turcs qui soutiennent Al-Shara, et les Israéliens demandent tous aux Russes de rester, parce qu'ils pensent que si les Russes restent en Syrie, cela introduira une tierce partie puissante qui pourrait être capable de servir de médiateur entre eux et d'empêcher la situation de dégénérer hors de contrôle. J'ai l'impression que les Russes eux-mêmes ne sont pas très sûrs que cela ait vraiment du sens
pour eux de rester. En attendant, je viens de lire que l'administration Trump a informé les Égyptiens qu'elle allait réduire leur aide militaire parce que l'Égypte s'oppose au plan de Trump de transférer des personnes de Gaza vers l'Égypte. Quel est votre avis là-dessus? Ils veulent forcer l'Égypte. Je ne pense pas que l'Égypte puisse faire cela d'ailleurs. Je pense que le gouvernement égyptien est pris entre le marteau et l'enclume parce qu'il dépend énormément de l'Amérique pour l'aide économique et militaire. D'un autre côté, je pense que s'ils acceptent toute la population de Gaza, cela déstabilisera la situation en Égypte elle-même. Le gouvernement en Égypte est très fragile. C'est une dictature qui est arrivée au pouvoir à la suite d'un coup d'État qui a renversé le président élu de l'Égypte, qui était bien sûr membre des Frères musulmans. Donc, cette pression que les États-Unis exercent sur l'Égypte risque de déstabiliser le pays et de créer une crise là-bas. Si ce gouvernement tombe, il est très probable que nous nous retrouvions avec un gouvernement dirigé par les Frères musulmans, qui est un allié du Hamas. En fait, le Hamas a commencé comme une branche des Frères musulmans égyptiens. Rappelez-vous, Gaza et l'Égypte ont été unis l'une à l'autre pendant un certain temps. C'est donc un jeu très dangereux que les Américains jouent, et je ne sais pas s'ils l'ont vraiment compris. Et je veux dire, tout cela conduit à beaucoup de sentiments, je suppose, troublants à propos de tout le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc, avant de continuer à en parler, j'oublie toujours de te demander pourquoi le Moyen-Orient s'appelle-t-il le Moyen-Orient? Qui lui a donné ce nom? Est-ce que ce sont les Britanniques qui l'ont appelé le Moyen-Orient? Les Britanniques l'ont fait. C'est entièrement les Britanniques. L'Orient, bien sûr, c'est la Chine, l'Inde, ces endroits-là. Le Proche-Orient, eh bien, c'est un sujet nébuleux et difficile. Qu'est-ce que le Proche-Orient? Parfois, on le prend pour signifier l'Afrique du Nord, mais on ne parle pas beaucoup du Proche-Orient. Parfois, on voit cette expression. Donc, le Moyen-Orient est le monde arabe, et tout cela remonte aux politiques impériales britanniques, car les Britanniques voulaient contrôler tous ces territoires, essentiellement pour sécuriser leur propre ligne de communication vers l'Inde, qui est bien sûr le joyau de la couronne impériale. Et donc, ils ont divisé l'Orient en régions sur une carte impériale britannique, sans aucun égard pour les sentiments ou les histoires des peuples qui y vivaient. Et ils ont dit, ceci est le Proche-Orient, parce que c'est proche de nous. Ceci est le Moyen-Orient. Et puis, l'Extrême-Orient, qui est bien sûr la Chine. D'accord. Oui, je veux dire, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Vous regarderiez une carte, genre à l'est, vous savez au milieu, où est le milieu? D'accord? Non, 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 non. Nous devrions éviter d'utiliser ce terme. Oui, nous devrions éviter d'utiliser ce terme. L'Europe. Clairement, les États-Unis veulent sortir de la guerre en Ukraine, mais les Européens veulent continuer, n'est-ce pas? Mais il semble que même les Européens ne soient pas unifiés. Il semble, pour une raison quelconque, que Macron ne soit vraiment pas celui qui prend les choses en main ici. Et, bien sûr, Scholz est également très favorable à la poursuite. L'Allemagne, je ne suis pas sûre, peut-être parce qu'ils avaient encore des élections, mais Meloni, en Italie, a clairement indiqué qu'elle n'allait envoyer personne ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a aussi une division parmi les Européens. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? En Europe, les Européens sont complètement divisés entre eux. Je veux dire, Meloni ne supporte pas Macron. Il y a une querelle personnelle entre eux. Ils se détestent absolument.
La France a des problèmes avec l'Allemagne, des problèmes de longue date. Macron a eu une relation difficile avec Olaf Scholz, et il est nerveux à propos du réarmement allemand. Non pas parce qu'il pense que l'Allemagne va marcher sur Paris, mais parce qu'il craint que si l'Allemagne se réarme, elle remplace la France en tant que pays le plus puissant militairement en Europe. Donc, ils ont tous ces problèmes entre eux, et ils sont très très loin d'être unis sur ce plan. Les Britanniques sont obsédés par la Russie, et ils ont ce besoin de continuer la guerre parce qu'ils veulent vaincre la Russie. Bien sûr, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ils veulent que les Américains le fassent. Et ils veulent que les Ukrainiens se battent. Mais ils veulent maintenir la guerre parce qu'ils veulent finalement voir la Russie vaincue. Je veux dire, c'est une obsession que les Britanniques ont depuis longtemps et ils ne vont pas y renoncer. Les Français veulent diriger l'Europe. Et la façon dont ils veulent diriger l'Europe est en unissant à nouveau l'Europe dans une croisade contre la Russie. C'est quelque chose d'ailleurs dans lequel les pays européens se lancent souvent. Ils commencent des croisades contre la Russie. Ce n'est pas la première fois. C'est le plan de Macron. Les Allemands sont très incertains quant à ce qu'ils veulent faire, car ils sont eux-mêmes divisés en interne sur ces questions. Mais il y a cette peur profondément enracinée que l'on trouve dans certaines parties de la société allemande, en particulier la société allemande catholique, de la Russie, et une hostilité envers elle. Donc ils se réarment, mais en même temps, ils savent que les guerres avec la Russie ne se terminent jamais bien, du moins pour l'Allemagne. Ils essayent donc de rester en dehors de l'Ukraine. Et en Italie, le sentiment de son peuple est très pro-russe dans l'ensemble. Ils sont donc tous divisés les uns des autres. Et les Italiens veulent probablement que la guerre se termine le plus rapidement possible afin qu'ils puissent reprendre une vie normale. Des contacts amicaux avec la Russie du type qu'ils ont toujours eu. C'est donc l'histoire en Europe. Je pense que les États-Unis et l'Ukraine viennent de parler du cessez-le-feu de 30 jours. Pourquoi parle-t-il encore d'un cessez-le-feu? Je pensais que la Russie avait clairement indiqué qu'elle n'était pas intéressée par un cessez-le-feu, n'est-ce pas? Oui, c'est l'histoire habituelle. Il a été discuté à de nombreuses reprises que chaque fois qu'il y a une négociation avec les Russes, ce que les Américains font d'abord, c'est négocier entre eux et avec leurs alliés, sans prêter la moindre attention à ce que disent les Russes. Ensuite, ils proposent une proposition que dans la plupart des cas, les Russes ont déjà rejetée. Ils découvrent alors, à leur grande surprise, que les Russes vont la rejeter à nouveau. C'est quelque chose qui se produit constamment. Cela a été un problème récurrent dans les négociations entre l'Occident et les Russes, aussi longtemps que je me souvienne. Comme vous l'avez dit, les États-Unis oublient comment mener la diplomatie, n'est-ce pas? Ils se disent, d'accord, c'est ce qui, selon nous, fonctionnera, et ensuite ils le posent simplement sur la table, croyant que tout le monde l'acceptera, comme... Exactement. Je veux dire, peut-être que chercher un cessez-le-feu est l'objectif approprié. Vous réunissez toutes les parties, vous commencez les négociations. Si les négociations se passent bien, alors vous convenez d'un cessez-le-feu. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous ne le faites pas dans l'autre sens. D'abord, vous avez le cessez-le-feu, puis vous avez les négociations. Cela n'a vraiment aucun sens. Mais c'est encore une fois très à l'américaine. Je pense que la raison pour laquelle la politique étrangère de Trump est si chaotique est qu'il n'est personnellement pas très intéressé. Je pense vraiment qu'il est plus, comme vous l'avez dit, concentré sur les affaires intérieures. Mais jusqu'à présent, comment voyez-vous son programme intérieur? Que pensez-vous de tout ce chaos?
Je veux dire, il y a du chaos avec le DOJ et toute cette... On peut probablement l'appeler une sorte de réforme que Trump pousse. Quel est votre sentiment général de savoir s'il accomplit quelque chose? What is your overall feeling about? Does he achieve anything? Eh bien, vous savez à quoi cela me fait penser. Et je dois le dire. Cela me rappelle Gorbatchev en Union soviétique dans les années 1980. Il essaie d'en faire beaucoup trop vite. Et beaucoup de ses idées sont de bonnes idées. Une grande partie de ce qu'il veut faire, je le soutiendrai. Mais il me donne l'impression d'un vieil homme pressé, comme on dit en Grande-Bretagne. C'est une expression que nous avons, qu'il essaie de tout faire en même temps. Et on ne peut pas faire comme ça. Il aurait dû se concentrer d'abord sur la maîtrise de l'appareil de politique étrangère, car c'est de là que venait le danger pour lui. C'est ce qui a créé tous ces problèmes lors de son premier mandat. Il aurait dû se concentrer d'abord là-dessus, puis il aurait dû mener ses négociations avec les Russes et les Chinois. Et cela aurait dû être fait pour stabiliser la situation internationale, Taïwan, l'Ukraine, et tout cela. Et cela aurait été une tâche d'au moins, je dirais, 2 ans. Je veux dire, vous n'accomplissez pas tout cela en quelques semaines. C'est une négociation de 2 ans avec les Russes et les Chinois. Cela nous amène donc à la 3e année de son mandat. Ensuite, vous commencez les réformes intérieures plus profondes. C'est à ce moment-là que vous vous préparez progressivement à introduire des tarifs et à faire ce genre de choses. Rappelez-vous, s'il règle les choses avec les Russes, par exemple, il peut lever les sanctions sur le commerce du pétrole russe. Cela fait baisser les prix du pétrole. Cela renforce l'économie intérieure aux États-Unis. Cela l'aurait mis dans une position plus forte. Et puis il commence des réformes dans la dernière année de sa présidence. À ce moment-là, il propose de passer le relais à J. Vance. Cela aurait été une manière beaucoup plus systématique de faire les choses qu'il fait. Mais comme je l'ai dit, c'est un vieil homme pressé. Il sait qu'il n'a que 4 ans et il essaie de tout faire en même temps. Il n'a pas une équipe solide autour de lui. Je ne veux pas dire que les personnes autour de lui ne sont pas intelligentes. Mais pour mener à bien une réforme de cette envergure, il ne suffit pas d'avoir des gens intelligents dans quelques départements. Il faut essentiellement avoir tout un secrétariat et une chancellerie, et des gens comme ça qui tiennent tout ensemble au centre et élaborent tous les différents plans. Et bien sûr, il n'a montré aucun intérêt à créer un groupe de personnes comme ça. Et il semble qu'il change d'avis tout le temps. Regardez juste les tarifs, n'est-ce pas? Je pense que c'est bien mieux s'il va avoir un tarif qu'il... Comme vous l'avez dit, il croit aux tarifs. Eh bien, alors quels que soient les tarifs qu'il veut mettre en place, qu'il les mette en place et c'est tout. Mais il est comme, oh, mettez-les en place, oh, peut-être pas, ce secteur est exempté, et puis peut-être 30 jours, et peut-être encore, vous voyez? Cela semble juste pire. C'est le pire scénario pour le marché boursier et pour l'économie en général, parce que c'est tellement imprévisible. Ils veulent savoir d'aujourd'hui à demain quelle est exactement sa politique. Oui, très chaotique, il ne peut pas se décider. Je suis complètement d'accord avec cela. Je pense, encore une fois, que si vous voulez orienter les États-Unis vers les tarifs douaniers, vous devez préparer le terrain très soigneusement, car c'est un changement si radical dans la nature même de la politique économique des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, que vous devez vous préparer méthodiquement et systématiquement. Vous devez tout planifier. Vous devez mettre en place des départements économiques qui examinent tout cela. Vous devez consulter les entreprises. Vous devez le faire dans le cadre d'un plan global. L'Amérique ne fait plus de plan. Ce n'est pas seulement Trump. Les Américains ont perdu cette compétence. Autrefois d'ailleurs, ils planifiaient très bien.
Juste pour dire, c'est un fait sous-estimé et mal compris à propos des États-Unis qu'ils laissaient tout au marché. Ce n'est pas du tout vrai, en fait. Mais au cours des 50, 60, 70 dernières années, ces compétences se sont atrophiées et ne sont plus là. Oui. Et aussi, je pense qu'au sein du mouvement MAGA, il y a une tension entre le MAGA bleu et le MAGA rouge, ce qui, je pense, est nouveau. La dernière fois que Trump était en fonction, il était plus ou moins juste un MAGA rouge, vous savez, les gens de Steve Bannon, mais cette fois, il a fait venir Elon Musk, que beaucoup de gens appellent le MAGA bleu, et il y a eu des rapports selon lesquels Musk a des problèmes avec d'autres membres du cabinet, par exemple Marco Rubio et Duffy, le secrétaire au transport. Donc il y a déjà un argument là, mais aussi Steve Bannon a clairement indiqué qu'il ne fait pas confiance à Elon Musk. Donc je pense qu'il y a une division là, n'est-ce pas? Il y a un énorme fossé et il va s'élargir. Et encore une fois, si vous poussez ces choses trop vite, elles s'élargiront inévitablement. Tôt ou tard, et je vais le dire, je pense que Musk va être évincé. Je ne vois pas comment cela peut être évité. Il se fait trop d'ennemis et Trump lui-même va le voir comme un problème. On lui a donné beaucoup trop de pouvoir dans l'administration et cela conduit à des résultats qui ne sont politiquement pas bons pour Trump et peut-être pour les États-Unis dans leur ensemble. Et le Parti républicain ne fait pas non plus ce qu'il est censé faire. Remarquez qu'ils n'ont même pas encore de budget, n'est-ce pas? Par la loi, ils devraient avoir un budget. Comme en octobre dernier, ils devraient avoir un budget, mais ils n'en ont toujours pas. Je pense qu'ils viennent de passer un projet de loi de dépenses temporaires, ce qui n'est pas le budget, n'est-ce pas? Non. Alors, y a-t-il vraiment quelqu'un qui contrôle le gouvernement? Je veux dire, les processus. Ils doivent faire des choses. Non, ils ne contrôlent pas le gouvernement. Quand une personne essaie de tout faire, personne ne fait rien. Une personne essaie de tout faire. C'est Donald Trump. Il essaie de régler la situation en Ukraine, de s'arranger avec Xi Jinping, de réorganiser le Moyen-Orient, de transformer les États-Unis. Encore une fois, comme je l'ai dit, cela me rappelle un peu Gorbatchev en fait. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. C'est pourquoi j'ai dit que vous devez avoir une chancellerie ou un secrétariat approprié qui travaille pour vous. Vous devez préparer très soigneusement et systématiquement. Vous devez mettre toutes les bonnes personnes au bon poste. Et si vous faites cela, et que vous êtes prêt à travailler 15 heures par jour, et que vous planifiez votre journée avec soin, et que vous fixez vos objectifs judicieusement, alors vous pouvez accomplir beaucoup si vous avez l'élan. Mais si vous le faites de la manière dont ça se fait actuellement, alors comme je l'ai dit, il est plus probable que les choses commencent à se détériorer. Je dois dire ceci. Pour moi, Trump ressemble de plus en plus au Gorbatchev de l'Amérique. Comme Gorbatchev, il comprend que la direction précédente que l'Amérique suivait est insoutenable, qu'elle mènera à une crise. Il essaie de réformer le système et sa politique étrangère, parfois de manière très idéaliste, ce qui ressemble encore beaucoup à Gorbatchev, essentiellement pour préserver le système. Mais ce qu'il fait en réalité, c'est le désorganiser et le déstabiliser. Oui, et même certaines de ces idées. Je veux dire, c'est bien que le Pentagone, nous supposons, va obtenir un audit. Nous verrons. Mais ensuite, dans le dernier projet de loi de dépenses, ils ont encore augmenté les dépenses militaires. Alors, qu'essaie-t-il exactement de faire? Je ne comprends pas. Je veux dire, c'est bien d'avoir un audit, absolument. Nous devons avoir un audit pour le Pentagone. Mais ensuite, dans votre projet de loi de dépenses, contrôlé par les républicains, ils augmentent à nouveau le budget militaire. On dirait, fait-il une réforme ou non? Ou est-ce juste superficiel, comme une réforme de façade?
Exactement. Quand il s'agit de réforme, c'est ce que vous avez dit. C'est plus le chaos que la réforme. Je veux dire, le problème sous-jacent des États-Unis est en fait son budget. Je pense qu'une chose est devenue très claire au cours des dernières semaines, c'est que les États-Unis ont perdu le contrôle de leur budget. D'ailleurs, en Union soviétique, c'était exactement la même chose. L'Union soviétique avait une succession de dirigeants faibles. Ils n'avaient pas la capacité de s'asseoir et de travailler les choses pendant 15 heures par jour, comme un leader doit le faire. Et donc, à partir de la fin des années 1960, mais devenant particulièrement mauvais à la fin des années 70 et 80, il n'y avait plus de budget approprié. Aux États-Unis, c'est bien pire. Les dégâts sont en réalité bien plus importants qu'ils ne l'étaient en Union soviétique, car l'Union soviétique avait une économie plus petite et n'avait pas la monnaie de réserve. Les États-Unis ont la monnaie de réserve, ce qui a permis au processus d'aller beaucoup plus loin. Nous avons donc des situations où apparemment le président lui-même ne sait pas où va, je pense que nous en avons discuté dans un programme précédent, un tiers des dépenses. Donc ce que Trump devait faire, comme je l'ai dit, c'était prendre le contrôle des services de sécurité qui étaient complètement hors de contrôle aux États-Unis. Des entités comme l'USAID et toutes celles-là. C'était absolument nécessaire. C'est la seule chose qu'il a faite raisonnablement bien, d'ailleurs. Il devait passer du temps à stabiliser la situation internationale. Et ensuite, il devait mener des réformes. L'une des plus importantes était qu'il devait s'attaquer au problème du budget. Mais cela nécessite encore une fois un travail très ardu. Il faut des personnes, comme un bon secrétaire au Trésor, évidemment. Il faut une bonne équipe au Trésor. Je dois dire un certain degré de coopération au Congrès, ce qui serait très difficile à obtenir à tout moment. Et il faut aussi de l'honnêteté avec le peuple américain, leur disant, vous savez, c'est une situation insoutenable. Ce n'est pas seulement que nous dépensons trop, nous dépensons encore plus que nous le pensons parce que nous ne contrôlons plus notre budget. Nous dépensons probablement de l'argent que nous n'avons même pas. Une autre chose qui me déçoit, c'est la liberté d'expression. Je pensais qu'il était meilleur que les démocrates, mais dernièrement, ils ont juste arrêté un activiste palestinien, Mahmoud Khalil. Je ne sais même pas pourquoi il a fait ça. Il donne l'impression que c'est une affaire énorme. Je veux dire, n'a-t-il pas assez de choses à faire sans se concentrer sur cette seule personne? Je ne comprends pas ça. Eh bien, c'est très similaire à Donald Trump. Je veux dire, encore une fois, il ne comprend pas qu'il y a des choses que le président doit faire et qui sont importantes et auxquelles il doit consacrer son temps. Et vous savez, je parle de 15 heures par jour à votre bureau, travaillant très dur, rencontrant des responsables, faisant toutes ces sortes de choses. Et il y a d'autres choses qui peuvent être laissées à elles-mêmes parce qu'elles sont pas finalement importantes. Et vous savez, cela me rappelle un peu Gorbatchev, il avait l'habitude d'être distrait par ces choses. Xi Jinping n'est pas du tout comme ça. Deng Xiaoping n'était pas du tout comme ça non plus, si je puis dire. Et pour lui rendre justice, Poutine non plus. Poutine a transformé la Russie, mais il l'a fait de cette manière très méthodique et systématique dont nous venons de parler. Oui, et les personnes qui travaillent là-dessus semblent très ignorantes. Ils disent encore comme « Oh, il est avec un visa étudiant. Vous savez, il fait ceci et cela mal. Nous devons le déporter. Le gars a en fait une carte verte. » Cela a donc créé une grande panique parmi beaucoup de détenteurs de cartes vertes. Comme « Oh, ils s'en prennent aux détenteurs de cartes vertes, ce qui est une résidence permanente. »
Oui. Et puis il y a des gens qui disent, eh bien, il pourrait ne pas s'arrêter là. Peut-être même que si vous êtes citoyen, vous n'êtes pas en sécurité. Ça a donc créé des sentiments de panique si inutilement, je trouve, tout cela. Cela met tout le monde sur les nerfs et déstabilisé, puis très critique envers lui pour avoir violé le premier amendement et tout ce genre de choses. Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qu'il accomplit avec tout ça? Eh bien, je veux dire, il garde ses amis en Israël heureux. Et il garde ses amis pro-israéliens à Washington heureux. Et certains des donateurs sont probablement heureux aussi. Mais c'est exactement ce que vous avez dit. C'est un président qui réagit à de petites nouvelles. Je veux dire, il devrait plutôt se concentrer sur les problèmes massifs sous-jacents auxquels les États-Unis sont confrontés. Le problème est que la réalité, la profondeur de ces problèmes n'est pas largement reconnue aux États-Unis. Ce n'est pas comme si les gens aux États-Unis, la grande masse des gens, étaient informés à leur sujet. Ils ont le sentiment que les choses vont mal, mais je ne pense pas qu'ils sachent à quel point elles vont mal. Oui. Et aussi, j'ai l'impression qu'ils ont parfois une obsession, pas seulement Trump, mais aussi ses amis israéliens. En ce moment, je pense qu'ils ont une obsession contre l'université Columbia. Souvenez-vous, ils ont tenu une audience pour quelques autres universités. Harvard, Penn et peut-être le MIT. Donc je pense que les 3 autres présidents étaient partis. Celui de Columbia est celui qui a survécu. Je pense qu'elle a survécu, et même si elle n'était pas du tout sympathique aux étudiants, ils veulent toujours la voir partir, je pense. Finalement, le Conseil de Columbia, je suppose, a décidé qu'elle en avait fait assez ou quelque chose comme ça, donc ils ne l'ont pas laissée partir. Je pense que certaines personnes n'aiment tout simplement pas ça. Ils veulent juste qu'elle parte, et comme elle ne l'a pas fait, maintenant ils créent des problèmes. Je pense que cela en fait partie aussi. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Ils sont obsédés par Columbia. Et pas seulement, vous savez, même en Grande-Bretagne, vous lisez ces articles en colère sur l'université de Columbia. Cela montre, ce que cela démontre d'ailleurs, c'est l'insécurité des partisans d'Israël. Vous savez, ils sont tellement obsédés par le fait de punir toute université où il y a eu des manifestations étudiantes contre ce qui se passait dans les territoires palestiniens, de quelque manière que ce soit. Et c'est complètement disproportionné. Et c'est complètement contre-productif. Mais il ne faut pas excuser Donald Trump. Il s'est laissé entraîner par tout cela. Oui, je suis d'accord. D'accord. Le nouveau Premier ministre du Canada est Mark Carney, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que le Parti de la liberté se porte beaucoup mieux maintenant. Et il y a même des gens qui disent qu'il pourrait réellement gagner en octobre. Cela a changé rapidement. Qu'en pensez-vous? Eh bien, 2 choses se sont produites. Premièrement, nous avons subi cette pression de Donald Trump, qui parle d'absorber le Canada et tout cela. Cela a créé une réaction patriotique, et le Parti libéral en a bénéficié, parce que les conservateurs sont perçus par beaucoup comme étant beaucoup trop proches de l'Amérique et trop proches de Donald Trump lui-même. C'est donc un facteur à ne pas sous-estimer. Deuxièmement, ils ont évincé un premier ministre profondément impopulaire et très polarisant, Justin Trudeau, et ils ont proposé un technocrate insipide, du moins le pense-t-il, qui est Mark Carney. Les gens disent « Oh, quel soulagement énorme !» Maintenant, nous avons Mark Carney, et cela rend possible de voter à nouveau pour les libéraux. J'ai vu cela se produire d'ailleurs en 1990 en Grande-Bretagne, lorsque les conservateurs, qui étaient très impopulaires, ont évincé Margaret Thatcher, qui était profondément impopulaire à l'époque. Je me souviens quand elle a été forcée de partir. J'étais dans l'un des trains du métro londonien et il a été annoncé par le haut-parleur public que Margaret Thatcher était tombée
et tout le monde s'est levé et a applaudi. C'était assez incroyable à voir, en fait. Oui, un événement dont on ne parle pas beaucoup. Mais elle a été remplacée, et ils ont amené John Major, qui était un technocrate absolument insipide. Et les gens étaient ravis, et ils ont voté à nouveau pour les conservateurs. Ils le regretteront. Les technocrates font de très mauvais premiers ministres, de très mauvais dirigeants politiques. Ce ne sont pas des personnes qui, en fin de compte, sont capables de maintenir les choses ensemble très longtemps. Maintenant, c'est intéressant que vous parliez de Margaret Thatcher. Je m'en souviens aussi. C'était très dramatique. Au Canada, je ne pensais pas que nous nous y attendions. Elle a eu une réunion dans l'UOMEB, n'est-ce pas? Et d'une certaine manière, il y a eu presque comme un coup interne contre elle, ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, absolument, c'est tout à fait correct. Il y en avait. Elle n'aimait pas l'Umefeller. Le Parti conservateur, à cette époque, était très pro-Umemer. Maintenant, bien sûr, il est très anti-Umemer. À cette époque, il était très pro-Umemer. Ils avaient l'impression qu'elle gérait mal les relations avec l'Umemer, et donc ils se sont débarrassés d'elle. Mais c'était tout un cumul de ressentiment et de colère contre elle au sein du Parti conservateur qui remontait à de nombreuses années. Et elle était très très impopulaire parmi les gens en Grande-Bretagne en général. C'est un fait que les gens ne réalisent pas à propos de Margaret Thatcher. Elle n'a jamais été aussi populaire en Grande-Bretagne que les gens le croient. Elle a toujours eu beaucoup plus d'opposition. Et elle avait évidemment une base de soutien très très forte. Mais je suppose que c'était autour de 20 à 30% de la population. Jamais plus que cela. N'est-ce pas aussi David Cameron qui, vous savez, a perdu son poste parce que il semble que ce problème de l'UMM est une question constante pour le Parti conservateur. Ils ne peuvent pas se décider, il me semble. C'est tout à fait exact. Vous avez donc cette division au sein de la politique britannique. Cela affecte d'ailleurs les deux partis. Une grande partie de la population britannique est constamment hostile à l'UMM et l'a été tout au long de son existence. En particulier, l'opinion de la classe ouvrière est très hostile à l'UMM. Et cela crée des problèmes pour les deux partis politiques, car ils ont une aile du parti très engagée envers l'adhésion à l'UMLR et une autre aile du parti qui est toujours très opposée. Et cela reflète la division au sein de la société britannique plus large qui a toujours existé. Oui, Theresa May, n'est-ce pas? A-t-elle aussi été affectée à cause de... Oui, absolument. Et il y a un autre exemple, car Theresa May était également essentiellement une technocrate, une administratrice très capable du Home Office. Notre ministère de l'Intérieur, nous utilisons l'expression Home Office pour le décrire. Elle était une personne très compétente pour le gérer, mais elle a complètement échoué en tant que première ministre. Elle n'avait pas les compétences politiques nécessaires pour diriger le pays comme un premier ministre doit le faire. Je devrais dire que Mark Carney est quelqu'un que nous connaissons très bien en Grande-Bretagne, parce que bien qu'il soit canadien, il a en fait été amené en Grande-Bretagne et est devenu gouverneur de notre banque centrale pendant un certain temps, la Banque d'Angleterre. Et le résultat a été que nous avons eu une très bonne impression de lui. Il était très très proche du Parti travailliste, juste pour dire. Et bien que, comme je l'ai dit, il soit principalement un technocrate, c'est un technocrate très politique. Il faisait essentiellement tout ce que le Parti travailliste voulait qu'il fasse. La plupart des gens pensent qu'il était assez compétent, mais pas inspirant. Pour être honnête, je ne pense pas qu'il soit la bonne personne pour résoudre les nombreux problèmes du Canada. Il sera probablement très populaire pendant un certain temps, peut-être un an ou deux, puis cela s'estompera.
Alors, vous pensez que si le Parti travailliste gagne en octobre, il continuera d'être le Premier ministre et ne sera pas seulement de transition? Non, il sera le Premier ministre. S'il les mène à la victoire, il sera certainement le Premier ministre. Mais comme je l'ai dit, sa popularité ne durera probablement pas très longtemps. Alors que Trudeau, quoi que l'on puisse penser de lui, et je ne l'aimais pas du tout, avait une sorte de charisme que je ne comprenais pas moi-même, mais qu'il fallait reconnaître, qui touchait de nombreuses sections de la société canadienne. Carney ne sera pas comme ça. Je trouve qu'il est impossible de trouver un leader parfait, n'est-ce pas? Eh bien, Il n'existe pas de telle chose, et il ne faut pas en chercher une. Mais un bon leader doit posséder certaines compétences. Tout d'abord, le leader doit avoir une sensibilité pour les sentiments du peuple. Je vais donner un exemple de la Chine. Je veux dire, lorsque Xi Jinping se dirigeait vers la plus haute position, il a compris qu'il y avait deux problèmes qui étaient très importants pour le peuple chinois. Je suis sûr qu'il y a de nombreux problèmes qui sont importants pour le peuple chinois. Il y en avait deux qui les intéressaient particulièrement à l'époque et qui n'étaient pas abordés par d'autres dirigeants, dans la mesure où les Chinois voulaient qu'ils le soient. L'un était la pollution et ses problèmes, et l'autre était la corruption. Et donc il a compris cela. Et il ne l'a pas seulement compris. Ce qui l'a rendu réussi, c'est qu'il partageait les sentiments de son peuple à ce sujet. Et cela lui a donné une connexion. Cela a montré qu'il avait un lien avec eux. C'est donc une qualité importante d'un leader politique qu'il ait ce sens de la direction que prend le peuple. Et il sait comment anticiper cela. De plus, et je ne saurais trop insister là-dessus, il doit être prêt à travailler très dur. oui, je veux dire, c'est pas facile d'être un leader, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas facile. Mais c'est aussi quelque chose qu'un bon leader apprécie. Quelqu'un qui déteste cela, quelqu'un qui ne veut pas être un leader, qui est très malheureux en faisant cela, va être un très très mauvais leader et va se laisser distraire. Eh bien, je veux dire, vous avez de nombreux exemples de cela dans l'histoire chinoise. Tous ces empereurs, par exemple, dans le passé, qui n'étaient pas intéressés. N'y en avait-il pas un qui, pendant 20 ans, a essentiellement refusé de faire son travail? Était-ce Wan Li? Je veux dire, vous savez, pendant la dynastie Ming. Wan Li, oui. Wan Li, je veux dire, vous savez, vous ne pouvez pas avoir de leader comme ça. Je veux dire, c'est une situation désastreuse. Donc il faut avoir quelqu'un qui a ce sens de l'accomplissement, qui vient d'un gouvernement fort. Et je veux dire, il y a des gens comme ça, des gens qui travailleront 15 heures par jour, et cela devient leur vocation et leur vie. Maintenant, Poutine a cette qualité. Xi Jinping l'a définitivement. Je veux dire, je connais beaucoup moins Xi Jinping que je ne connais Poutine. Mais je peux vous dire quelque chose. Un homme aussi bien informé que Xi Jinping, aussi bien renseigné qu'il l'est, et aussi structuré que Xi Jinping l'est, est un leader qui travaille très dur. Oui, il suffit de faire le travail. Il suffit de faire le travail. Rien ne se passe tout seul. On peut le dire. En fait, si vous regardez Biden, je ne pense pas que Biden apprécie autant le rôle de leader. Je veux dire, il aime le privilège, n'est-ce pas? Oh, être le président des États-Unis. Bien sûr, c'est agréable, mais il y a beaucoup de travail qui vient avec. Je ne pense pas que Biden lui-même apprécie cette partie. Correct. Oui? Eh bien, je veux dire, c'est l'autre piège dans lequel tombent de nombreux dirigeants.
Ils deviennent obsédés par ce que nous appelons en Grande-Bretagne les apparences du pouvoir, plutôt que par sa substance. Vous savez l'apparence, les fanfares qui vous accueillent, les drapeaux qui flottent quand vous apparaissez, ce genre de choses. Si vous vous intéressez trop à cela, alors vous n'allez pas réussir non plus. Je veux dire, vous ne pouvez pas ignorer cela complètement, car encore une fois, les gens veulent que vous soyez digne. Ils veulent vous voir comme un leader. Je veux dire, les gens qui se présentent en mauvais costume et avec de longs ongles, et qui ne coupent pas leurs ongles et laissent leurs cheveux pousser et toutes sortes de choses, ils n'impressionneront personne. Quelqu'un qui a toujours l'air digne aura toujours beaucoup plus d'autorité que quelqu'un qui ne l'est pas. Mais si vous devenez obsédé par ces choses, si vous devenez obsédé par les cérémonies et le rituel, comme Brejnev l'a fait en Union soviétique, par exemple, cela ne fonctionnera pas bien non plus. Les médailles et tout ça, ça ne fonctionnera pas bien pour vous non plus. Oui, c'est tellement facile, pourtant, surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec autant de médias tout le temps. Souvent, ils ne prêtent attention qu'à la surface, aux aspects cosmétiques, pas au travail concret, n'est-ce pas? C'est la partie difficile, mais ils ne se concentrent pas là-dessus, vous savez? Oui, c'est le travail acharné qui est le plus important. Mais il est toujours nécessaire d'avoir ce ressenti, ce sens du pouls de votre nation. Et on peut toujours distinguer les dirigeants qui l'ont de ceux qui ne l'ont pas. Oui? D'accord. Nous pouvons en parler à nouveau la prochaine fois, mercredi prochain. Merci beaucoup. Absolument. Passe une excellente journée, Sophia. Toi aussi. Au revoir. Au revoir.